commencer par faire de la physique fin 19e, début 20e siècle. Oui, on commence à des pâquerettes. Et puis, on va finir, si on a le temps, à aller sur Mars, voir qu'est-ce qu'il y a comme variation climatique sur Mars. Entre-temps, on verra plein de choses. Donc, plein de gens parlent des variations climatiques, et plein de gens disent, vrai ou faux, mais n'importe quoi. Manifestement, ils n'ont rien compris. Et c'est souvent d'ailleurs ceux qui n'ont rien compris qui parlent le plus fort. Je vous montrerai par exemple des affiches du ministère où ils disent n'importe quoi. Même s'ils disent ils ont raison, vous auriez dû prévoir un verre d'eau. Oui. Parce que sinon, je ne tiens pas. Donc, on va faire de la physique du 19e siècle. On va parler de réflexion, d'absorption, de transmission des astronomes de savoir ce que c'est. Prenez un corps qui reçoit de l'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique. Par exemple, cet écran reçoit la lumière du projecteur. Madame reçoit l'infrarouge émis par son voisin. Son voisin a peut-être un smartphone dans la poche, et ses testicules reçoivent les micro-ondes émis par son smartphone. Donc n'importe qui, tout le monde, reçoit des rayonnements électromagnétiques. Une partie de ce rayonnement réfléchit. Ça, vous voyez l'écran. La majorité, c'est pour ça, la lumière arrive, elle repart. Et une autre partie est absorbée. C'est le cas, par exemple, des tissus humains pour les longueurs d'onde émises par un smartphone. Alors vous savez tous, en tant qu'astronome, ce qu'on appelle l'albédo, c'est le rapport entre l'énergie réfléchie et l'énergie incidente. Eh bien, sauf cas particulier dont je ne parlerai pas, l'énergie qui est absorbée, elle réchauffe le corps. Celle qui est réfléchie ou qui passe à travers parce que le corps est transparent, elle fait que passer. Celle qui est absorbée réchauffe le corps. Et si ça réchauffe le corps, sa température monte. Alors, deuxième chose, on est encore à la fin du 19e siècle. Il y a un certain nombre de gens, comme Stefan Boltzmann, vous avez ici les premières photos, c'était le début de la photographie. Ces gens-là se sont aperçus que tout corps qui avait une température supérieure à 0 degré K, ce qui est la majorité des corps, c'est même la totalité, tout corps, sauf s'il est à 0 K, c'est-à-dire à moins 273, émet de l'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique. Et plus il est chaud, plus il en émet. Et ça va très vite. Pour ceux qui aiment les mathématiques, la puissance émise en watts par mètre carré est proportionnelle à la puissance quatrième de la température. Vous doublez la température, le corps émet 2 fois de 4, fois de 8, fois de 16 fois plus d'énergie. Ça va très vite. Donc plus un corps est chaud, plus il émet d'énergie. Alors, un certain monsieur Vienne, dont vous avez également ici une photo, avait toujours à la fin du 19e siècle, ou au tout début du 20e, a constaté que la longueur d'onde à laquelle cette énergie était émise, sa fréquence, qui est l'inverse, dépendait de la température. Et il a fait une loi, que j'ai écrite ici, mais on n'en aura pas beaucoup besoin. Quand un corps est chaud, à une certaine température, il émet de la longueur d'onde autour d'un maximum. C'est pas monochromatique, hein. Et ce maximum dépend de la température. Ça, tout le monde le sait. Alors, là, on s'approche un peu de l'astronomie. Là, vous avez le spectre des longueurs d'onde. On commence à l'ultraviolet. Je n'ai pas mis les rayons X, les rayons gamma. On va jusqu'ici à l'infrarouge lointain. Je n'ai pas mis les micro-ondes, les ondes radio et tout ça. Et n'importe quel corps qui a une certaine température émet en fonction de la longueur d'onde, en fonction de la température. Par exemple, le Soleil qui est à 6000 degrés émet une longueur d'onde qui n'a rien de particulier. Sauf que notre œil est sensible à cette longueur d'onde-là, à ces longueurs d'onde-là. C'est ce qu'on appelle le visible. L'œil est adapté au rayonnement solaire. Si vous prenez par exemple des braises, quand vous faites un barbecue, il y a un petit peu de rouge et tout le reste est émis en infrarouge. Si vous prenez un fer à repasser, même dans le noir, ça ne brille pas un fer à repasser. Ou alors, il faut changer de fer à repasser rapidement. Mais vous êtes dans l'infrarouge proche, un peu le moyen. Si vous êtes un corps humain, ça nos amis les militaires savent très bien ça, vous émettez dans l'infrarouge moyen. Si vous prenez de la glace à moins 20 degrés, ce qui sort du congélateur, vous éclairez, vous émettez dans un infrarouge encore plus lointain. Donc tous les corps, même la glace, émettent dans l'infrarouge. Pour beaucoup de gens, infrarouge égale chaleur. Il faut être con comme un ministre pour dire ça. Alors, une chose qui est importante, c'est la notion de température d'équilibre. On a une voiture, ça c'est le toit d'une voiture noire, vous êtes dans votre garage.
il fait 20 degrés, et vous la sortez en plein soleil. Rapidement, puisque c'est noir, c'est que ça absorbe tout le rayonnement solaire. Sinon, ça aura une certaine couleur. Si c'est noir, c'est que ça absorbe tout. Et la température monte au cours du temps. Au début, il fait 20, 30, 35, 40. Et au bout d'une vingtaine de minutes, il fait peut-être 55 degrés. Ça commence à être chaud, la tôle. Elle reçoit toujours l'énergie du soleil, mais sa température n'augmente plus. Sinon, on cuirait dans les voitures. Pourquoi elle n'augmente plus? C'est que plus la plaque est chaude, plus elle émet de l'énergie. Et au bout d'un certain temps, elle émet autant d'énergie qu'elle en reçoit. Alors évidemment, vous ne la voyez pas, cette énergie, elle est dans l'infrarouge. Et comme elle émet autant d'énergie qu'elle en reçoit, sa température est constante. Il y a un problème de baignoire, il y a le robinet qui coule, il y a la bombe et la température est constante. Alors, l'effet de serre, dont on va beaucoup parler, c'est une vieille histoire. L'idée a d'abord été mise par Horace Bénédicte de Saussure, un grand Genevois, qui a dit que peut-être bien l'atmosphère de la Terre retenait ce qu'on appelait la chaleur obscure. On ne connaissait pas les infrarouges à l'époque. 1880. Le grand physicien grenoblois Joseph Fourier peaufine la chose. Il approuve que la chaleur de la Terre doit être empêchée de ressortir, il disait, par l'atmosphère. Mais ça restait très qualitatif. L'action, tout le monde parle, le CO2 et la vapeur d'eau, qui sont les principaux gaz à effet de serre dont tout le monde parle, l'action du CO2 et de la vapeur d'eau, ce qu'on appelle la chaleur du soleil, à l'époque encore, a été démontrée en 1856. 1856, par une américaine, Eunice Foote. Et vous la voyez, c'est une vieille gravure qui montre Eunice Foote faire des expériences en laboratoire. C'est rare des femmes scientifiques, parce que c'est pas qu'elles n'étaient pas, c'est qu'elles n'avaient pas le droit, par exemple, d'être à l'Académie des sciences américaine, et c'est pas elle qui a fait la communication. C'est son patron qui l'a fait, mais il était honnête, son patron. Il a dit, voilà, je présente les travaux de Mademoiselle Eunice Foote. Mais c'était signé, c'était la loi, Tyndall. Et tous les gens qu'on citait ont oublié que c'était pas Tyndall qui a fait les travaux, mais son élève. Et après, on a oublié Madame Eunice Foote, qui a donc démontré que l'action du CO2 sur l'effet de serre en 1856. Donc vous voyez que ça fait respectivement 244, 200 et 568 ans que l'effet de serre est connu. Et certains que je ne nommerai pas disent, l'année dernière, qui aurait pu prévoir la canicule? C'est Macron. Alors, la physique d'effet de serre se perfectionne, et en 1896, donc ça fait déjà 125 ans, que Svante Arrhenius, un des premiers prix Nobel du monde, en 1903, comprend l'effet de serre, le formalise mathématiquement, et fait même, avec la physique de l'époque, des calculs de coins de table, comme on disait. Maintenant, on dit des calculs de coins de table, on ne pouvait pas faire mieux à l'époque. Et à cette époque-là, 1996, c'était la révolution industrielle, avait bien commencé. On brûlait beaucoup de charbon, pas encore de pétrole et pas encore de gaz, mais beaucoup de charbon. Donc ils disaient, tout ce charbon qu'on brûle, ça fait du CO2. Tout ce CO2, comme ici, on ne mesurait pas le CO2 dans l'atmosphère. On savait les tonnes de charbon qu'on brûlait, donc on savait les tonnes de CO2 que ça faisait. Il a fait des calculs de coin de table, il a dit que pour dans 150 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, enfin dans disons dans 20-30 ans, la température de la Terre risque d'avoir monté de 2 à 4 degrés. 1896. On ne peut pas dire « je ne le savais pas ». Alors toujours de la notion de physique de base, vous avez ici le Soleil, là vous avez l'orbite de la Terre qui tourne sagement en rond, on est à 150 millions de kilomètres, par unité de surface, pour avoir 1 mètre carré de panneau solaire, par exemple, eh bien l'énergie reçue par ce mètre carré, c'est l'énergie émise par le Soleil, dans toutes les directions, mais ça part dans toutes les directions, donc la surface d'une sphère centrée sur le Soleil à 150 millions de kilomètres, ça fait beaucoup de mètres carrés. Et vous savez, on apprenait ça de mon temps en troisième, que la surface d'une sphère, ça varie en R carré. Alors maintenant, en troisième, on apprend à souligner les mots importants pour ceux qui savent lire. Mais à l'époque, on savait calculer la surface d'une sphère. Donc, l'énergie qui arrive sur une sphère varie en 1 sur R2. Vous êtes 2 fois plus loin, elle en arrive 4 fois moins. Parce que sur une sphère, en R carré. Et rappelez-vous, on a vu Planck et tout ça, que la température d'équilibre
qu'elle reçoit, c'est en sigma T4. Si vous vous rappelez, hein. Voilà, sigma T4, loi de Stéphane. Donc la température, l'émission sur sigma T4, température du corps, la réception sur 1 sur R2, la distance au Soleil. Et si vous écrivez cette équation en simplifiant, alors ça c'est en 4e qu'on apprenait les équations, vous voyez que la température à l'équilibre, comme mon toit de tôle tout à l'heure d'une planète, varie comme l'inverse de la racine carrée. Vous êtes 4 fois plus loin du Soleil. La température d'équilibre, toutes choses égales par ailleurs, sera 2 fois plus faible. Racine carrée de 4, c'est 2. Alors il faut faire pour que ça soit ça, il faut évidemment compter en Kelvin, parce que si vous comptez en Celsius, ça ne marche pas, en Fahrenheit encore bon. Il faut compter en Kelvin. Donc vous êtes plus loin, il fait plus froid. C'est intuitif. Bien voilà une façon de démontrer l'effet de serre. Vous avez ici la température, en Celsius, en Kelvin. Ici la distance au Soleil, attention c'est une échelle log, c'est pas grave. Et là, vous avez la courbe théorique en 1 sur racine de R. Toutes choses égales par ailleurs, on a fait les corrections d'albédo et tout ça. Donc, tout corps, à une certaine distance du Soleil, doit avoir une certaine température d'après la théorie. Et puis, des sondes sont passées. Et elles ont mesuré la température. Alors, côté jour, côté nuit, au pôle, à l'équateur, on fait des moyennes. C'est une moyenne. Et vous placez les corps à température mesurée sur ce diagramme. Alors, c'est des corps solides. C'est pour ça, par exemple, je n'ai pas mis Jupiter. J'ai mis satellite de Jupiter. Jupiter est une boule de gaz. Je ne sais pas ce que c'est que la surface d'un gaz, moi. Je ne sais pas si vous savez. Quand vous voyez un livre qui vous donne la température de Jupiter, c'est qu'il n'a rien compris. Si vous dites la température du haut des nuages de Jupiter, ça veut dire quelque chose. Température de la surface de Jupiter, il n'y a pas de surface à Jupiter. C'est du gaz. Donc là, vous avez tous les corps qui sont sur cette courbe. C'est bien, sauf 4. Il y en a 4 qui ne sont pas dessus. Vénus. Alors là, vraiment loin d'être sur la courbe. La Terre, qui est à la même distance du Soleil que la Lune, mais sur la Lune, il fait moins 18 en moyenne, et sur la Terre, il fait 15. Mars, par rapport à Phobos, vous mesurez la température sur Phobos, c'est moins 60, sur Mars, en moyenne, c'est moins 50. Les astéroïdes, il n'y a pas de moyen. Et il y a un corps aussi, où il y a 10-15 degrés de plus que la théorie, c'est Titan, qui est un satellite de Saturne. Le reste, ça va. Donc il y a 4 corps qui sont au-dessus de ce qui devrait être. Et si vous cherchez ce point commun entre ces 4 corps, eh bien ce sont donc 4 seuls qui ont une surface solide, mais qui ont une atmosphère. Vous venez de mettre en évidence l'effet de serre de façon astronomique. Les corps qui ont une atmosphère sont plus chauds que si leur équivalent à la même distance qui n'en a pas. Merci. Voilà. Alors ça c'est pas bien parce qu'il amène des bouteilles en plastique. Donc la prochaine fois, tu amèneras une gourde et un verre en verre. Exactement. La planète. Oui, quoi. Ah. Des questions sur cette physique du 19e siècle? Non. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que l'effet de serre. Alors, la croyance populaire, le discours des médias, et hélas de l'éducation nationale, je sais, j'en fais partie, mais vous connaissez le proverbe latin, cui bene amat, bene castigat, qui aime bien, châtie bien. Et l'état de l'éducation nationale me navre, tous les jours de plus en plus. Alors, tout le monde dit que l'atmosphère, comme la vitre d'une serre, arrête les infrarouges et retient la chaleur. Vous avez déjà entendu ça? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça? Oui. Il ne faut pas hésiter à dire oui. Ben, le paradoxe, c'est que la Terre, comme toute serre, renvoie vers l'extérieur autant d'énergie qu'elle reçoit du Soleil. Vous rentrez dans une voiture, c'est une bonne serre, une voiture. Alors au début, ça chauffe, puis vous restez, je sais pas, il fait 60 degrés dans la serre. Mais une heure après, il fait toujours 60 degrés. Une heure après, il fait toujours 60 degrés. Donc si la température est constante, c'est qu'elle renvoie autant d'énergie qu'elle en reçoit. La Terre, comme n'importe quelle serre, renvoie vers l'extérieur autant d'énergie qu'elle en reçoit. C'est un paradoxe. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris ce paradoxe. Alors j'ai pris différents schémas que j'ai trouvés soit sur le web, soit dans des encyclopédies. J'appelle ça ce que n'est pas l'effet de serre. Alors vous voyez l'énergie du Soleil qui arrive, il y en a un petit peu qui repart.
mais la majorité reste. Vous avez déjà vu des schémas comme ça? Alors là, c'est déjà un peu mieux, parce qu'il y a des chiffres. Mais il y a une grosse part qui arrive, puis une petite part qui ressort. Alors là, c'est parfait. Là, c'est une grande encyclopédie. La Charité chrétienne m'interdit de dire que c'est une encyclopédie bordasse. Vous avez le soleil, 341 watts, c'est ce qui arrive en moyenne par mètre carré sur Terre. Alors c'est été, hiver, jour, nuit, etc. Alors là, il y en a 30 qui est réfléchi par au suffrage des nuages, puis il y a ce qui rentre, et puis dans ce qui rentre, il y a des choses, et puis il en ressort 5%. Donc grosso modo, il en repart 35%. Donc il en reste 65%. Ça, peut-être même qu'ils arriveraient à faire ce problème. Là, au terminal, une soustraction, ils sauraient faire. Donc, j'ai fait un petit calcul. S'il reste 65% de 341 watts, ça fait 220 watts par mètre carré. Avec ça, puisque cette énergie ne part pas, c'est qu'elle reste. Si elle reste, c'est qu'elle chauffe le corps. Et avec ça, vous faites bouillir tout l'océan en 5000 ans. Avec ces magnifiques schémas, qui sont intellectuellement absurdes, mais on peut même quantifier, c'est tellement absurde qu'en 5000 ans, c'est-à-dire 5000 ans, c'est le début des constructions des pyramides, l'océan se mettrait à bouillir. Je pense que ça se saurait, les poissons aussi d'ailleurs, sauraient. Donc tous ces schémas-là sont idiots, stupides, cons. Tous ceux qui ont vu ça sans s'être insurgés, il faut retourner à l'école. Mais le problème, c'est que l'école ne vous expliquera pas la réalité, parce que c'est une catastrophe. Alors, intellectuellement, il doit y avoir équilibre sur le long terme. Et heureusement, c'est ce qu'on peut mesurer par satellite. Il arrive en moyenne 341 watts par mètre carré sur Terre. Et si vous prenez le satellite, vous mettez au-dessus de l'atmosphère, vous regardez ce qui sort, ce qui est réfléchi, ce qui est mis en infrarouge proche, lointain, etc. Vous faites la somme, et heureusement que c'est 341 watts par mètre carré. Sinon, on serait mal. On serait cuit comme des homards. Donc, alors voilà l'exemple de gens qui n'ont rien compris. Voilà, ministère de l'écologie, etc., etc. Mais c'est des politiques, et il n'y a pas de scientifiques, ils font de la com. Alors vous avez un beau schéma, regardez, il y a l'énergie, la serre, hein, l'énergie qui arrive, et qui ne repart pas. Alors là, il y a même un détail, ils empêchent une large part de rayonnement humain d'être envoyés vers l'espace. C'est l'effet de serre. Heureusement qu'ils sont renvoyés vers l'espace. Sinon, on serait cuit. Donc j'espère vous avoir montré que tout ce que vous entendez avec tous les connards qui parlent, parce que vous appelez les chats un chat et un con, c'est pas forcément un con, un ignorant, pas pareil. Un ignorant, il faut l'appeler un ignorant, c'est scandaleux. Alors en vrai, c'est quoi l'effet de serre? Qui a pris conscience que tout ce qu'il pensait, c'était idiot? Il y en a quand même ici. Voilà, c'est bien, j'ai au moins servi à ça. Alors, c'est bien de détruire, mais maintenant, il faut construire. Contrairement à certains hommes politiques, je dissous. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Ah bon. J'ai dissous l'effet de serre, maintenant, on va rebâtir quelque chose. Des questions? Oui. Plus fort. Alors, je vous le dis une fois pour toutes, je suis un peu sourd. Quand vous parlez fort ou vous parlez fort? Non, il parle fort. On peut crier. Quand il crie après son petit-fils, il crie. Oui, j'ai toujours appris que c'était pour 640 watts, mais 1000 watts. Non, c'est ce qui arrive en haut de l'atmosphère, 1300 et quelques. Mais, 1000 watts. Voilà, non, 1000 watts, c'est en plein soleil perpendiculairement. Là, j'ai dit que c'était la moyenne été, hiver, jour, nuit, pôle, équateur. D'accord. Voilà, ça fait 341 watts. Merci. Je l'ai dit pourtant, il n'a pas écouté. D'autres questions? Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? Alors, il se trouve que les principaux gaz de l'atmosphère, c'est l'azote, le diazote et le dioxygène. C'est transparent à la lumière visible passe, on peut faire une manip. Mais que le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, c'est également transparent à la lumière visible. Eunice Foot l'a montré, la lumière visible, vers 0,5 microns de longueur d'onde, ça passe, sans être absorbé. Par contre, le diazote et l'oxygène sont transparents aux infrarouges, mais le dioxyde de carbone, le méthane à la vapeur d'eau, c'est ce qu'a mesuré Eunice Foot en 1856, sont opaques aux infrarouges qu'ils absorbent. Et d'une certaine épaisseur, il ne ressort rien. Ça, les gens, même les ministres l'ont compris. Et c'est absurde, puisqu'il faut que ça ressorte. Sinon, on serait cuit. Alors pourquoi ça? On va faire physique quantique,
Vous avez ici le spectre de la lumière qui va, là c'est visible, ça c'est les longueurs d'onde, et là vous avez l'absorption de l'atmosphère au niveau du sol. Dans le visible, l'atmosphère n'absorbe quasiment pas le visible, ça me permet de vous voir, heureusement. Par contre, il se trouve la composition chimique de l'atmosphère que dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge lointain, ça absorbe tout. Et au milieu, il y a des bandes où ça passe pas. Mais pour simplifier, l'atmosphère est majoritairement opaque aux infrarouges, régie par un corps qui a la surface, la température de la Terre. Donc, la Terre, chauffée par le Soleil, a rayonné de l'infrarouge, et cet infrarouge est absorbé par l'atmosphère. Edison, 1856. C'est ça l'effet de serre. Par contre, la lumière du Soleil passe parce qu'il se trouve, quand Dieu a fait la Terre, il a fait une atmosphère transparente, il a bien calculé. Je donne telle température au Soleil, pour que les animaux voient, eh bien, je vais mettre une atmosphère transparente à ces longueurs d'onde-là. Je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, il a bien fait son travail. Alors maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'effet de serre. Alors on va faire une décomposition intellectuelle. Tout de suite, c'est intellectuel ce qu'on va faire. On va vous montrer avec des va-et-vient. C'est pour comprendre. Mais après, il ne faudra pas me dire que Thomas a dit qu'il faut... Donc, une décomposition pour comprendre. Alors voilà, une serre théorique, parfaite. Le sol, sombre, il absorbe tous les rayonnements. Tous. Et une vitre, très mince, c'est une serre de jardinier, on va dire, qui est transparente au rayonnement solaire, mais on va la supposer totalement opaque aux infrarouges. C'est une hypothèse, c'est une bonne hypothèse pour le verre, par exemple. Et elle est très mince, cette plaque de verre. Donc une plaque très mince, transparente aux infrarouges, au rayonnement solaire, opaque aux infrarouges. Il arrive 100 watts, par exemple, du soleil. Évidemment, ça traverse la serre, la vitre. Et ça arrive au sol. Monsieur, qu'est-ce que ça fait au sol? Ça va pas. Donc qu'est-ce que ça fait, ces boîtes qui arrivent au sol? Ça chauffe. Ça chauffe. À l'équilibre, qu'est-ce que ça fait? Là, quand un corps est chaud, qu'est-ce qu'il fait? Il rayonne dans l'infrarouge, mais il rayonne. Il rayonnera combien à l'équilibre? 100 watts. Et ils arrivent sur la vitre. Madame qui est derrière, qu'est-ce que ça fait, cet infrarouge qui arrive sur la vitre? Que j'ai supposé opaque aux infrarouges. Ça les renvoie. Non. Ça les absorbe. Je n'ai pas dit que c'était une glace. Ça les absorbe. Et si ça absorbe, qu'est-ce que ça fait ça? Chauffe. J'ai donc une plaque très mince qui est chauffée. À l'équilibre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les renvoie. Mais comme elle est très mince, elle renvoie la moitié vers le haut, la moitié vers le bas. L'atmosphère, c'est mince hein, par rapport à la Terre. Vous avez 6300 km de diamètre de Terre, quelques kilomètres d'atmosphère. Alors ceux qui s'en vont, j'en parle plus. Ceux qui arrivent en bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils chauffent. À l'équilibre, qu'est-ce que ça fait? Ça renvoie. Ça chauffe. Ça renvoie. Et ainsi de suite. Vous voyez, il n'y a pas des photons qui font ça. Hein. C'est une décomposition intellectuelle pour comprendre. Qu'est-ce qui ressort de la Terre? Ben 50, plus 25, plus 12,5, etc. Si vous faites la somme, ça fait 100. Il en arrive 100. Et il en repart 100. Ouf! Sinon, ce serait mal. Alors, pour ceux qui aiment les mathématiques, ça... Alors, attention, je redis, c'est un schéma pour comprendre. Pour ceux qui aiment les mathématiques, 50 plus 25 plus 12,5, etc., c'est 50 plus 50 sur 2 plus 50 sur 4, etc. C'est 50 fois 1 plus 1 demi plus 1 quart, etc. Ces sommes, c'est 1 demi puissance 0 plus 1 demi puissance 1, etc. Ces sommes de 0 à l'infini, de 1 demi à la puissance n. De mon temps, faisait ça en terminale, je crois, en maths. Les vieux ont dû faire ça en terminale. Alors c'est un paradoxe que les Grecs n'avaient pas résolu. Nous, on l'a résolu, mais pas les Grecs. Vous avez ici Achille, qui est à 20 km d'une tortue. Achille court à 20 km/h, la tortue à 20 mètres à l'heure. Achille dit, bon, la tortue est à 20 km, je cours 1 heure et je la rattrape. Il court 1 heure, mais pendant... Ça me tienne, je fais 20 mètres. Et pendant ce temps-là, la tortue fait 20 mètres, et ainsi de suite. Et les Grecs ont dit, comment fait Achille pour dépasser la tortue? Évidemment. Alors que quand il faisait ça, il n'avait pas compté les sommes de série commune. Toujours est-il que ce que vous voyez, c'est que ce qui sort de la Terre, c'est 100.
alors qu'il en arrivait 100. Si on décompose, qu'est-ce qui arrive en haut de la serre, en haut de l'atmosphère terrestre par exemple? 100 watts. En fait, c'est 541. Qu'est-ce qui repart? 100 watts. On est content. Qu'est-ce qui arrive au sol? Mais il arrive les 100 watts. Mais il arrive 50, 25. Donc il en arrive 200 au sol. Et qu'est-ce qui repart du sol? 200. Qu'est-ce qui arrive sur la vitre? Ça fait 100 qui part vers le haut, etc. Tout est à l'équilibre. Sans serre, le sol recevrait et renverrait 100 watts. Avec une serre, il en reçoit et en renvoie le double, 200 watts. Or, rappelez-vous, avec la même énergie incidente, la température, c'est un sigma T4. Donc là, si on multiplie l'énergie qui arrive au sol par 2, la température va être multipliée par racine quatrième de 2, c'est-à-dire 1,19 à l'équilibre. Par exemple, une planète théoriquement à 255, c'est par exemple le cas de la Lune, va passer théoriquement à 255 fois 1,19, ça devrait être la théorie de la Terre, si la Terre était une sphère parfaite, etc. Et la température de la Terre, dans ces hypothèses simplificatrices, devrait être 30 degrés. Mais évidemment qu'elle renverrait autant d'énergie qu'elle en reçoit. Et 30 degrés, c'est une température d'équilibre. Alors dans la réalité naturelle, évidemment beaucoup plus complexe que ça, l'atmosphère n'est pas infiniment mince, l'atmosphère n'est pas infiniment opaque, il y a de la réflexion sur les nuages en particulier, il y a plein de choses, et si on veut être, le modèle est compliqué, alors sur la Terre, on y arrive encore, alors sur Vénus c'est abominable, parce que l'atmosphère est très épaisse, il y a plein de nuages, et là, il faudrait faire des grosses maths et de la grosse physique, et c'est pas avec des petites flèches pour gamin de quatrième qu'on pourrait faire ça. Alors la réalité, ça c'est le modèle théorique, il en arrive 100, il en repart 100, le sol en remet 200, la vitre en remet 100 vers le haut, 100 vers le bas. La réalité mesurée, avec les satellites et tout ça, c'est tout ce qui arrive, tout ce qui repart, etc. Et en fait, au lieu d'être multiplié par 1,19, la température au sol, en moyenne, c'est la moyenne de la Terre, est multipliée par 1,13, parce que c'est pas une sphère parfaite, etc., etc. Voilà, j'espère que... Alors, et on retrouve ce qu'on savait, que la Terre reçoit et renvoie autant d'énergie vers l'espace qu'elle en reçoit du Soleil. On est tranquille, sinon on serait cuit. Avez-vous des questions? Je pense que même un ministre devrait pouvoir comprendre ça. On n'a plus de ministre. Comment? Il n'y a plus de ministre. Oui, non, mais les gens qui font la com au CNRS, c'est les mêmes. Hein. Et ils devraient... Mais alors peut-être les gens qui font la com au CNRS, ils ont certainement compris. Mais s'ils disent ça, non, c'est trop compliqué, les gens ne comprendront jamais. Il ne faut surtout pas leur habituer à réfléchir pour qu'ils votent pour eux. Il ne faut surtout pas qu'ils réfléchissent, parce qu'ils s'apercevraient que la plupart des hommes politiques disent n'importe quoi. Donc il ne faut surtout pas leur apprendre à réfléchir. D'autres questions? Donc il n'y en a pas eu. Alors, l'atmosphère de la Terre comprend essentiellement 78% d'azote et 21% d'oxygène. Pas d'effet de serre. Mais il y a 1% restant. Et dans ce pourcent restant, il y a de la vapeur d'eau, il y a du CO2, il y a du méthane, qui, eux, sont des gaz à effet de serre, dans le sens qu'ils absorbent les infrarouges. Il y a les nuages dont je ne parlerai plus. Et voici l'effet de serre tout à fait naturel sur la Terre. La majorité est due à la vapeur d'eau. Le deuxième, c'est le CO2. Le troisième, c'est le méthane et quelques autres gaz. Et il y a les nuages dont je ne parlerai pas ici. Alors la vapeur d'eau dans l'atmosphère, elle n'est fixée que par la température, grosso modo. Plus il fait chaud, plus l'océan s'évapore, plus ça contient de vapeur d'eau. Donc là, l'homme, à moins qu'il se mette à mettre des gros résistances, il ne chauffe pas l'eau, entre guillemets, volontairement. Par contre, il émet du CO2 volontairement et il émet du méthane volontairement. Donc la Terre est une serre naturelle. Heureusement. Parce que si la Terre n'était pas une serre naturelle, c'est un petit village du Beaujolais. Et voilà ce que serait le petit village du Beaujolais s'il n'y avait pas d'effet de serre. On serait passé de moins 18, on est passé de moins 18 à 14, 15. Merci l'effet de serre naturel. Alors maintenant qu'on a fait de la physique, de base, c'est fin 19e siècle, hein, je vous rappelle. Voici quelques courbes que ne pouvait pas faire Arrhenius, parce qu'Arrhenius, quand il a fait ses travaux, c'était là. Hein. C'est l'augmentation de température qui est mesurée. Alors depuis à peu près 1880, il y a suffisamment d'observatoires un peu partout dans le monde pour qu'on puisse faire des moyennes. Et au niveau des océans, d'abord il y a des îles, et puis il y a des bateaux, et les capitaines font des relevés météo.
Mais depuis 1880, on peut raisonnablement, c'est ce que disent les météorologues, avoir une idée de la température moyenne de la Terre. Avant, on le saura peu. Par exemple, à Londres, à Paris, on le sait depuis beaucoup plus longtemps. Mais moyenne de la Terre, on ne sait pas. Et voilà ce que fait la température moyenne de la Terre depuis 1880 jusqu'en 2024. 23. Et bien, vous voyez, c'est à peu près stable, et puis hop, ça monte. Depuis, on va dire, 120 ans, ça a augmenté de 1,2 degré, en moyenne. Alors évidemment, les terres sont en moyenne plus froides que la mer, parce que l'Antarctique, le Groenland, c'est vraiment très froid. Et la mer, surtout à l'équateur, et à l'équateur, c'est très chaud. Mais bon, ça, c'est des effets de moyenne. Voilà. Alors ça, c'est ce que fait la température. Alors en France, on a les mêmes courbes. Alors là, dans la courbe que j'ai trouvée, ça commençait qu'en 1900. Vous avez l'augmentation de la température en France. On aurait pu faire la même chose en Allemagne, en Italie. Ça augmente à peu près 2 fois plus. C'est pas parce que c'est la France, hein, c'est parce que à nos latitudes, la température augmente plus vite que la moyenne de la Terre. C'est d'ailleurs au niveau de la taïga, dans les latitudes pas polaires, mais près des pôles, que ça augmente le plus. Donc ça, c'est ce que fait la moyenne terrestre. Ça, c'est ce que fait en France. Donc, c'est une moyenne. Hein. Ça n'empêche pas qu'il y ait des coups de froid. Par exemple, là, je ne sais pas ce que c'est que cette année. En 2000, autour de 2000, il y a une année qui a été vraiment froide. Alors, les climato-négationnistes me disent « Oui, mais ça ne réchauffe pas. Rappelez-vous, l'hiver, machin chose, il a fait très froid. » Je ne parle pas de climato-sceptique. Parce que le scepticisme en science, sauf cas très particulier, c'est noble. Cas très particulier, des gens qui ne veulent pas croire que la Terre est à peu près ronde. Hein. Je doute, peut-être qu'elle est plate, finalement. Ça, c'est du scepticisme idiot. Mais on a le droit d'être sceptique sur plein de choses. Donc, sceptique en science, c'est pas une critique. Par contre, négationniste, surtout en français, il y a une connotation péjorative à négationniste. Et la plupart des gens qui sont climato, qu'on dit sceptiques, c'est qu'ils nient le réchauffement climatique. C'est pas qu'ils doutent, c'est qu'ils nient pour des raisons X ou Y. Alors, ça c'est des courbes, il y a plein de gens qui disent oui, mais avec les courbes, on leur fait dire ce qu'on veut. Je vais vous montrer des choses que tout le monde ressent, qui montrent que le réchauffement climatique depuis un siècle et demi, c'est une réalité. Alors j'aime bien commencer, pour montrer le réchauffement climatique, pour montrer cette photo de la Saône, le 13 février 2012, c'est moi qui fais la photo, qui était gelée. On dit, montrer le réchauffement climatique avec la Saône gelée, mais il est complètement con ce Thomas. J'ai regardé la moyenne des décennies depuis l'ouverture de l'observatoire de Bron, 1920, et les années où la Saône a gelé. En gros, ça gelait presque tous les 6-7 ans. Et puis ça a gelé en 62, en 96, 2012. Vous voyez, le réchauffement se traduit par une montée de la moyenne des températures de février et par la baisse de la fréquence de la Saône gelée. Je suis arrivé à Lyon en 97, je l'ai vu qu'une fois gelé. Peut-être certains l'ont vu 2-3 fois, mais moi je l'ai vu qu'une fois. Alors ça se voit avec la progression, par exemple, de certains animaux. La chenille processionnaire, qui bouffe les pattes, voilà, la chenille processionnaire. Et la chenille processionnaire migre vers le nord et vers les montagnes. Alors là, vous avez la carte, l'avancée, etc. Elle est atteinte Paris, il n'y a pas de problème. Elle va atteindre Reims, et bientôt, il y aura de la chenille processionnaire partout en France. La date des vendanges. Prenez un vignoble avec les mêmes cépages, les mêmes pratiques culturelles sur l'appellation contrôlée. Alors j'ai pris le Châteauneuf-du-Pape et le Tavel. Grosso modo, les vendanges, la date des vendanges a été avancée de 3 semaines depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas ce que dit Trump, mais bon. Mais lui boit du whisky et du coca, alors il ne sait pas ce que c'est des vendanges. Ça se voit dans le dépérissement des forêts. Là, c'est un machin de l'Allier, dépérissement des forêts. Il y a des arbres qui supportent mal, et surtout des parasites qui se développent bien mieux. Les épisodes de renforcement d'épisodes extrêmes. Là, vous avez tous les gens, pas d'écologie punitive. Vous avez déjà entendu ça. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la non-écologie punitive. C'est la punition de la non-écologie. Le climat va se réchauffe, et on fait toujours les mêmes pratiques agricoles, sans aide, etc. Bah, forcément, les inondations sont plus graves. C'est la punition de la non-écologie. Alors ça se voit dans la durée de l'enneigement au col de Porte, une station de Chartreuse. On a perdu beaucoup de jours. Bientôt, il n'y aura plus de station de ski au col de Porte, parce que ce ne sera plus possible. Il faudra qu'il fasse autre chose, je ne sais pas quoi. Alors, économiquement plus important, la quantité de neige qui reste sur les Alpes du Nord en début mai.
grosso modo, il en reste de moins en moins. Alors là, vous avez l'équivalent en eau, c'est en kilos par mètre carré. Il y avait l'équivalent de 400 kilos par mètre carré à la fin du printemps, et là, il en reste plus de 200. La quantité de neige, alors lui, qu'est-ce que ça peut faire? Ben avec quoi les centrales nucléaires vont refroidir? Avec quoi on va irriguer les arbres de la vallée du Rhône s'il n'y a plus d'eau, de neige qu'il faut? Alors tous les gens qui sont pro-nucléaires, qu'ils fassent attention, parce qu'ils ne pourront plus refroidir leurs centrales. Alors également, ça se voit avec les glaciers. Alors un glacier, vous savez tout ce que c'est qu'un glacier. Il y a de la neige qui tombe en montagne, elle se tasse, elle transforme en glace, et sous le bon poids, elle glisse. Si elle glisse, elle descend, et si elle descend, il fait de plus en plus chaud. Quand on descend, il fait de plus en plus chaud. Au bout d'un certain temps, la fonte est à peu près égale à l'avance. C'est donc un glacier, par exemple celui-là théorique, la glace, si vous plantez un piquet, il avance de 100 mètres par an, et le front fond de 100 mètres par an. Et à l'équilibre, le front est toujours au même endroit. Mais si le climat se réchauffe, ou se refroidit, c'est la même chose dans cette inverse, ça va varier. Par exemple, voici un siècle de glacier des Bossons. On va regarder que le glacier des Bossons, en 1900, c'est des photos. Le front du glacier des Bossons arrive là. 1983, il a reculé de ça, en 83 ans. Et de 1983 à 2005, il a reculé de ça, en 25 ans. Vous voyez le recul du glacier et le recul qui s'accélère. Regardez la mer de glace. 1919, 2019, la pauvre mer de glace. Voilà. Avant, on allait là, on descendait au bord du glacier. Maintenant, c'est fini. Il y a un champ de cailloux. Alors, on peut faire ça plus qualitativement. Ça, c'est une photo que j'ai prise en 2000. Alors, le géologue que je suis ici voit le glacier. C'est au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. Là, il voit de la roche nue sans un brin d'herbe. Et là, il voit ce qu'on appelle des moraines, c'est-à-dire des bords de glaciers. Et en regardant les vieilles cartes d'état-major, c'était en Savoie, donc il y avait les cartes d'état-major du Piémont-Sardaigne, on remonte jusqu'en 1850 à peu près, on peut voir en 70 côté du glacier, et en 1860 côté du glacier. Et on voit par exemple que ça, c'est les moraines laissées par le bord du glacier, qui étaient là, donc sous Napoléon III, au moment du rattachement de la Savoie à la France. Donc, ça se voit également avec les glaciers d'Antarctique et du Groenland. Ça, c'est les photos que si vous, un jour, vous prenez l'avion pour aller de Lyon, enfin de Paris, à l'ouest américain, Los Angeles, vous survolez le Groenland. L'hiver, vous voyez rien, c'est la nuit, mais alors l'été, s'il fait beau, qu'est-ce que c'est beau. Donc, le Groenland, c'est des glaciers, c'était de la neige qui est tombée, c'est pas de la banquise, c'est des glaciers. Et avec les satellites, on peut mesurer le volume de la calotte glaciaire, qui fait en moyenne 3 km d'épaisseur, sur le Groenland. Alors là, c'est le satellite qui a mesuré ça depuis 2004 jusqu'à la... Voilà, regardez. En moyenne, l'épaisseur a perdu de 2 à 3 mètres ici. Et si ils ont changé de satellite, en 2023, il y a jusqu'à 6 mètres de moins sur les bords du glacier. Donc, ça... Qu'est-ce que c'est ça? Il faut éteindre votre portable, c'est comme à la messe ou au concert. Donc ça, c'est le volume de glace perdue en milliards de tonnes pour le Groenland. Depuis 2002, il a perdu 5000 milliards de tonnes d'eau, qui était de la glace et qui est devenue de l'eau de mer, enfin qui est allée dans la mer. Alors l'Antarctique fait la même chose, mais moins. Ça, c'est le volume des glaces, c'est zéro, c'est départ pour l'Antarctique et le Groenland. Le Groenland font beaucoup plus que l'Antarctique. L'Antarctique est plus froide. Et le Groenland se réchauffe beaucoup plus. En gros, le Groenland perd 281 milliards de tonnes par an, alors que l'Antarctique n'en perd que 118 milliards de tonnes de glace par an. Alors, de façon très visuelle, quand on a un glacier qui est sur les continents, des fois il déborde sur la mer et il s'étale. Sur la mer, il flotte, il s'étale. C'est pas de l'eau de mer gelée, c'est du glacier d'eau douce, mais qui s'étale sur la mer. En anglais, on parle de ice shelf, et en français, plateforme de glace. On va voir une photo satellite d'une plateforme de glace qui est ici, et qui, ça c'est la première photo satellite qu'on ait, en 1992, arrivée à l'île Charcot. L'île Charcot, il y aurait eu des ours blancs en Antarctique, il n'y a pas d'ours blancs en Atlantique, ils auraient pu aller sans problème à pied sur l'île Charcot. En janvier 2008, alors janvier c'est l'été pour l'Antarctique, il fallait pas qu'ils soient sous les ours blancs, ils pouvaient encore y aller, mais il n'y avait presque plus rien pour passer.
Et quelques mois plus tard, c'était fini. L'été, la plateforme de glace était rompue. C'est une façon de visualiser le réchauffement climatique. Alors il y a la banquise, la glace de mer. Ça, c'est la mer qui gèle tous les hivers. Pareil, hein, si vous allez aux États-Unis de l'Ouest, vous survolez la banquise, c'est très joli. Alors là, c'est dans une année, la banquise est en violet. Évidemment, elle est grande l'hiver, elle diminue, c'est en septembre qu'elle est la plus petite, fin de l'été, et après elle regrandit. C'est normal. La banquise fond l'été, enfin pas complètement, et regrandit l'hiver. Ce qu'on va regarder, c'est la taille de la banquise de fin d'été. Alors ça, c'est toute la vie d'un satellite. Ben, globalement, vous voyez, ça diminue, ça diminue. Maintenant, il n'y a plus aucun problème. Vous pouvez faire, par exemple, aller de Chine en Europe, sans faire le tour par Bonne-Espérance, vous passez par l'océan glacial, qui est libre de glace. Et bientôt, ça va être le cas pour le Canada. Alors là, j'avais d'autres choses. Voilà la surface de la banquise de 1979 à 2019. Alors, il y a évidemment des hauts et des bas, mais globalement, ça diminue. En gros, la banquise d'été a perdu 7 fois la surface de la France en 40 ans. 7 fois la surface de la France en 40 ans. Alors, autre donnée, c'est la dilatation thermique des mers. Quand on chauffe de l'eau, ça se dilate. Vous êtes tous mis à terme, enfin les vieux. Avant le thermomètre, hein, c'était pas numérique, on se foutait un truc dans le cul et ça se dilatait et ça montait. Donc, c'est pas beaucoup, c'est 0,026%. Mais s'il faut chauffer de 1 degré le premier kilomètre d'épaisseur de la mer, ça fait quand même monter la mer de 20 cm. Simplement, on la chauffe. Et vous rajoutez la fonte des glaciers. Et pas de la banquise, hein, les glaciers continentaux. Et ça fait monter la mer. Alors voici par exemple la mer à Brest, elle est mesurée depuis, alors ça c'était des mesures pas très bien, on va dire depuis Napoléon. Donc il y a un port de Brest, quelque chose qui mesure la mer, la hauteur de la mer, alors des comptes des marées évidemment. Et voilà ce que fait la hauteur de la mer à Brest depuis Napoléon. Ça monte et ça s'accélère. Actuellement, c'est à peu près 3 mm par an. Avec les satellites, on peut voir que 3 mm par an à Brest, c'est parfaitement la norme dans notre région. La mer monte, alors il y en aura plus, il y en aura moins, à cause de la dilatation surtout, et de la fonte des glaces un peu. Alors quel est le principal mis en examen de ce réchauffement anthropique, qui a commencé depuis 150 ans? Anthropos, hein, c'est pas l'entropie des physiciens, EN, c'est AN, l'homme anthropo. Eh bien, le fait que CO2 absorbe les infrarouges doit théoriquement faire un effet de serre. Mais il faut vérifier qu'il augmente bien, parce qu'effectivement, on brûle du charbon, mais peut-être que le CO2 pourrait partir dans l'espace, pourrait être dissous dans l'océan, pourrait être... je ne sais pas. Alors, est-ce que le CO2 qu'on produit, est-ce qu'il augmente? Vraiment. Il faut le mesurer. Alors, il est mesuré en continu depuis 1958, avant le faisait pas. Puis 1958, il est mesuré en continu à l'observatoire. Il y en a à l'hémisphère nord, celui de l'hémisphère sud. Alors, l'hémisphère nord, il était à Hawaï. Celui de l'hémisphère sud, le plus haut et en France, si on peut dire, à savoir sur l'île d'Amsterdam, qui est une des terres australes françaises, une petite île au milieu de l'océan Indien, où il n'y a personne. Et voilà ce que fait le CO2 depuis 1958, ou 68, je ne sais pas, il monte. Alors avec des trucs historiques, de la neige, de l'air dans les glaciers, on peut voir que depuis globalement l'époque pré-industrielle, 1860 c'est Louis XV, depuis Louis XV, voilà ce que fait le cas. Ça c'est à peu près le début de l'époque industrielle, on exploite le charbon d'abord en Angleterre, puis en France, en Allemagne, etc. Et voilà ce que fait le CO2 depuis Louis XV. Ce qu'on mesure depuis 1868, c'est ça. Alors une partie de ce CO2 va dans la mer, se dissout dans la mer, ce qui se traduit par exemple par la baisse du pH de la mer. La mer, ça signifie, alors pour l'instant c'est pas beaucoup, hein, la mer est basique, pH de 8,10, elle passait à 8,05, les coraux n'apprécient vraiment pas. Donc, voilà. Actuellement, donc, on met du CO2 dans l'atmosphère, et ce CO2, plus d'autres gaz, augmente l'effet de serre. Ça, c'était l'effet de serre naturel qui rajoutait 155 watts par mètre carré sur Terre. Et l'effet de serre additionnel, au premier jet, c'était 2,8 watts par mètre carré. Maintenant, c'est 3,5. Donc, 2 plus. Et c'est 2 plus,
il y en a 53% qui vient du CO2, 17% qui vient du méthane, 13% qui vient de l'ozone au niveau du sol, pas de l'ozone dans la stratosphère, et 12% qui vient des fluorocarbones. Puis il y a un peu de N2O. Donc, on rajoute un effet de serre supplémentaire par rapport à l'effet de serre normal. Alors rappelez-vous l'équilibre, la voiture au soleil, à l'équilibre on avait cette température-là, parce qu'on envoyait. Mais si vous augmentez ce qui arrive, ça c'était nature, c'était le soleil plus l'effet de serre naturel, la température d'équilibre de la Terre c'est 14 degrés, c'était 14 degrés. Maintenant, vous rajoutez 3 watts et demi, la température d'équilibre va être plus forte. Et comme on va atteindre l'équilibre, et comme on en rajoute de plus en plus, l'équilibre, on court après. Et voilà, là vous avez le CO2 atmosphérique, et là vous avez la température. Deux courbes aussi parallèles que ça, vous seriez pauvre, noir, dans un état du sud américain, ça suffit pour vous faire condamner. Hein. Bon, si vous êtes blanc et riche, peut-être pas, mais il y a quand même quelque chose. En théorie, le CO2 doit augmenter la température. On produit du CO2 qu'on retrouve dans l'atmosphère, et la température augmente. Et du même ordre de grandeur qu'avait prévu Arrhenius il y a 150 ans. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour être que le CO2 soit déclaré coupable? Alors, un petit peu de politique avant que je réponde des questions, un peu de réflexion politique avant de continuer. Les trois attitudes majoritaires de l'humanité, pas de vous, mais de l'humanité, c'est le climato-négationnisme. Vous avez un exemplaire ici. Avec des réflexions que vous avez déjà entendues, 1 ou 2 degrés de plus, c'est rien. Il n'y a pas de consensus scientifique, si. C'est comme il y a un consensus scientifique que la Terre est à peu près sphérique. Il y a des gens qui disent qu'elle est plate. C'est une infime minorité qui dit n'importe quoi. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de preuve que les gaz à effet de serre sont à l'origine du réchauffement. Il y a des gens qui disent que le climat a toujours changé. On va le voir, le changement historique. Donc ça, c'est la première époque. L'attitude, je nie, c'est pas vrai. Deuxième attitude, c'est le court-termisme. Pour l'instant, tout va bien. C'est vrai. Hein, pour sauter du 5e étage, tant que vous n'êtes pas en bas, tout va bien. Troisième tas, c'est regarder ailleurs. Je ne veux pas le savoir. Ça, c'est Jacques Chirac. La maison brûle et nous regardons ailleurs. C'est l'attitude de beaucoup de gens. D'accord, souvent, c'est comme ça. Quand on a un cancer, on préfère regarder ailleurs. Vous fumez, vous savez que ça va vous rendre malade, mais pour l'instant tout va bien, etc., etc. Vous dites non, pas du tout, le tabac ne donne pas de cancer. Il y avait plein, voilà. Fin de la première partie sur les époques modernes. Avez-vous des questions? Maintenant, on va remonter dans le temps. D'abord, le temps historique. On a des chroniques. Comment faisait-on avant 1880? Avant l'invention de la météo, des thermomètres, etc., pour voir qu'est-ce qui se passait avant. Alors, par exemple, il y a un résultat, entre 1450 et 1880, il fait plus froid que la moyenne depuis 3000 ans. Il y a eu un coup de froid, qu'on appelle le petit âge glaciaire, l'homme n'est pour rien, a priori, mais qui a existé. Alors là, les climato-négationnistes disent, regardez ça. C'est comme s'il y avait... il y a toujours eu des morts naturelles, c'est pas parce qu'il y a des morts naturelles qu'il faut nier l'existence des crimes. Il y a des morts naturelles, c'est vrai, mais il y a des crimes aussi. Alors, par exemple, quelques exemples photogéniques. Et pour montrer la difficulté de la chose. Le petit âge glaciaire, c'est froid. Rogel, le pain, alors qu'on voit ça, vous allez dire, les gens font du patin à glace, c'est froid. Alors, il faut se méfier des chroniques historiques de ce genre-là, c'est de l'art. C'est censé être un paysage en Hollande, il n'y a pas de montagne en Hollande. Donc il y a plein des patineurs qui patinent, mais là, Bruegel, il a brodé. Donc, toujours prendre avec méfiance certains types de chroniques historiques. Par contre, une, qui est très documentée, c'est qu'au XVIIe siècle, l'hiver, la Tamise était gelée, il y avait ce qu'on appelle la foire du givre, et là c'est une gravure, donc la foire du givre en 1883. Il n'y a plus beaucoup de foires qui tiennent sur la Tamise gelée en ce moment. Et ça, on a plein de documentation, c'est pas une montagne fantasmagorique de Bruegel.
Quand vous étiez petit, on vous a raconté des contes d'enfants, on vous a raconté de petits poussés, c'est pas quoi les petits poussés? Pourquoi que les parents, qui étaient leurs enfants, ont été obligés d'abandonner leurs enfants? Parce qu'il y a eu des grandes familles, Louis XIV, c'est une gravure très là avec le petit poussé, où un couple est obligé de disputer sa nourriture et les chiens. Et là, c'est une gravure de petit poussé qui écoute ses parents qui disent c'est là qu'il met des cailloux blancs dans ta poche. Donc, ces famines, c'est-à-dire de Louis XIV, servent de toile de fond à des contes de Perrault. Moi, quand on racontait ça, on ne disait pas que, regardez, il y a des machines de vie comme de Perrault. Ça, c'était grosso modo autour du règne de Louis XIV, Louis XV. Remontons dans le temps, et alors à Amiens, j'ai dit que le petit âge glaciaire, j'ai commencé quand, c'est 1450, 1880. Alors avant 1450, en 1250. Alors c'est pas Notre-Dame de Paris, c'est cathédrale d'Amiens. Amiens, c'est au-delà de la limite nord de la culture de la vigne. Pour l'instant, le vignoble de la Somme, du Haut-de-France, c'est pas réputé. Ça revient, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Or, dans cette cathédrale, il y a plein de sculptures qui représentent les métiers qu'on faisait dans la région. Vous voyez quelqu'un qui entretient sa vigne, c'est de la vigne avec des serres. Et il y a des gens qui vendangent. Et vous voyez des gens qui foulent le raisin. Au XIIIe siècle. Donc, le climat était plus chaud au XIIIe siècle qu'il ne l'était au XVIIe. Alors, si on combine toutes les données historiques, qualitatives, ce qui est bien, c'est les dates des récoltes, les dates des vendanges, les chroniques plus fiables que les tableaux de Bruegel, on peut arriver au résultat suivant, qui est moins précis que les thermomètres, bien sûr, mais qui est fiable pour les régions qui s'y prêtent. Voilà, grosso modo, dans l'hémisphère nord, ce qui se passe depuis les Romains. La moyenne, c'est ça. Il y a eu un coup de chaud dans les moyenâgeux qui cultivaient de la vigne à Amiens. Il y a eu un coup de froid dans le XIV. Et les variations sont lentes. Et regardez ce qui se passe depuis 1850. On est parti vers le haut. Mais on n'a jamais continué. Depuis 2000 ans. Et si on regarde, c'est encore plus incertain, depuis 4000 ans, enfin, depuis 6000 ans, moins 4000, voilà, les régions naturelles, elles sont là-dedans. La zone rose. Et depuis 1850, on sort du champ des variations habituelles. Alors, quelle peut être la cause de ces variations habituelles? Alors là, j'ai honte, mais je suis obligé de vous dire quasiment, on ne sait pas. C'est vraiment un gros sujet de recherche. Qu'est-ce qui a pu faire varier le climat, disons, depuis 6 ans? Alors, on pense tout de suite à l'activité solaire. Mais l'activité solaire, on la mesure depuis à peu près 2000 ans. Mais là, il y a simplement les 1000 ans dernières activités solaires. Alors, depuis Galilée, on compte le nombre de taches solaires. Avant, il y a des méthodes indirectes. Et effectivement, pendant le petit âge glaciaire, l'activité solaire était 0,1% plus faible que la moyenne. 0,1%, oui, c'est pas beaucoup, 0,1%. On dirait l'augmentation de retraite des fonctionnaires. On s'en rend pas bien compte. Et si on met les variations de température, les variations de CO2 qui ne bougent pas, et les variations de l'activité solaire, on a l'impression que peut-être le petit âge glaciaire serait relié à la variation d'activité solaire. C'est pas le CO2, c'est sûr. Par contre, il y a une grosse éruption volcanique au XIIIe siècle. Il y a des gens qui disent que ça peut être ça. Donc j'ai mis, il reste beaucoup de travail à faire pour comprendre. Payer des impôts pour payer la recherche scientifique. Quand je dis payer des impôts, faites payer des impôts à ceux qui en ont les moyens. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous ici. Moi je ne me plains pas, mais enfin bon. Alors ça c'était pour le temps historique. On a des chroniques, les dates des vendanges, les dates des récoltes et tout ça. Et avant l'invention de l'écriture, on n'a pas de chronique. Comment on fait? Alors depuis au moins 700 000 ans, on est content parce qu'on a plein de moyens géologiques. Là, c'est le domaine de la géologie. On va dans la Maurienne, là, c'est Bonneval-sur-Arc. Là, vous savez ce qu'on appelle une vallée en V, en U, fond plat, bord raide. Quand j'étais en 5e ou 4e, on apprenait que les vallées glaciaires étaient en U. Rappelez-vous, vous avez appris ça quand vous étiez à l'école. Alors, on va aller voir les flancs de cette vallée. C'est la route, c'est une voiture qui donne l'échelle. Regardez les roches là, elles sont rayées.
Si on s'approche, enfin, je zoome au téléobjectif, les roches sont rayées. Je prends mon courage à 2 mains, je monte jusque là, et je regarde, là c'est les brins d'herbe qui donnent l'échelle, les roches sont rayées. Comment rayer des roches? La seule façon de rayer, c'est de prendre un solide qui frotte sur un autre solide. Un liquide ne raye pas. Et qu'est-ce que c'est qu'un solide dans une vallée en hue? C'est un glacier. Le glacier, il y avait un glacier là, d'ailleurs il en reste un tout petit peu là. Ce glacier avançait et rayait les parois de la vallée. Voici une vue, c'est le Groenland, mais ça pourrait être les Alpes, il y a 20 000 ans, ou il y a 140 000 ans. Ça devait ressembler à ça, les Alpes, il y a 20 000 ans. Et ça, c'est la vallée de Bonneval-sur-Arc que je vous ai montré tout à l'heure. Et jusqu'où allaient ces glaciers? On va chercher leurs traces les plus lointaines, en aval. Alors une trace qui est commode, c'est ce qu'on appelle les blocs erratiques. Aussi la mer de glace, il y a des gros... le glacier transporte des gros blocs. Vous voyez ça, on va s'approcher. C'est celui-là. Hein. Vous voyez un gros bloc de glace, l'échelle est donnée par les gens qui sont là. Vous voyez, c'est quand même un gros bloc. Et un glacier, il transporte ces machins qui font des dizaines de tonnes sans aucun problème. Ce qu'on appelle ça des blocs erratiques. Et jusqu'où vont ces blocs erratiques, vous le savez tous. Donc voilà à Lyon. Vous avez le gros caillou de la Croix-Rousse et le gros caillou de Saint-Fons. C'est des cailloux qui viennent des Alpes, amenés là par les glaciers. Et les géologues, ils reconnaissent ce que c'est. Par exemple, celui-là, l'endroit le plus près d'où il peut venir, c'est la Haute-Maurienne. Mais il vient probablement du Valais suisse. Mais il pourrait, en toute rigueur, venir de la Haute-Maurienne. Celui-là, il pourrait venir n'importe où, en particulier pas très loin. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a découvert, il y a 1 an ou 2, un autre gros caillou à la Croix-Rousse en faisant des travaux. Et le second gros caillou découvert ne sera pas détruit. Maintenant, ils l'ont mis dans un square. Et les journalistes, comme d'habitude, disent n'importe quoi. Qui ne sera pas détruit. C'est vrai, mais il dit le second gros caillou de la Croix-Rousse. Mais il y en a d'autres des gros cailloux de la Croix-Rousse. Moi, j'aime bien celui-là, qui est au parc de la Tête d'Or. Il y a une plaque dessus. Et ce bloc, ce machin a été extrait de la tête de la Croix-Rousse qu'on a fait les ficelles et transporté en 1870 au parc de la Tête d'Or. Il y a même une plaque dessus. Donc le journaliste qui a écrit ce papier s'est absolument pas renseigné. Bon, c'est normal, c'est un journaliste. Hein, donc, comment il peut, parce que le lendemain, il faut qu'il fasse une chronique sur le concert de machin chose, on est abreuvé de gens qui parlent sans savoir. Il y a des gros cailloux partout à Lyon, en particulier à la Croix-Rousse. Alors là, je vous montre quel paysage, à quoi ça devait ressembler la Croix-Rousse ou Saint-Fons il y a 140 000 ans. Voici la Croix-Rousse et voici le gros caillou. Évidemment, c'est au Groenland. On prend du recul. Voici Lyon, les glaciers qui viennent des Alpes. C'est le Beaujolais. Donc, il y a des variations climatiques naturelles. Les moraines, donc les cailloux nés par les Alpes, là où ils sont allés le plus loin dans la région, c'est il y a 140 000 ans. Ils allaient donc jusqu'à Lyon. Alors ils sont repartis, ils sont rentrés dans les Alpes, puis ils sont revenus il y a 20 000 ans. Mais ils arrivaient qu'à l'aéroport de Saint-Exupéry. Donc, à Lyon, il y a 20 000 ans, il n'y avait pas de glacier, mais il y avait déjà toujours le gros caillou, il y avait des rennes. Donc voilà le paysage lyonnais, comme ça. Alors il y a d'autres méthodes géologiques, je ne passe pas, mais ce n'est pas un phénomène local. Toute l'Europe était comme ça, et en Europe, il y avait des mammouths à poils laineux, peints par les hommes préhistoriques. Il y avait des rennes, peints par les hommes préhistoriques, dans le Périgord, et maintenant il n'y a ni mammouth à poils laineux, ni rennes dans le Périgord. Parce que les glaciers, regardez jusqu'où arrivaient les glaciers en Europe, autour des Alpes, les glaciers de Lyon, c'était dans les Alpes, et il n'y a pas qu'en Europe, c'était pareil aux États-Unis. Qui d'entre vous est déjà allé à New York? Il y en a quand même. Vous êtes peut-être allé à Central Park, tout le monde va à Central Park quand même. Vous avez forcément vu à Central Park des roches striées et des blocs erratiques, il y en a partout. Mais comme a dit le prophète Jérémie, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Donc il y avait énormément de glaciers. Londres et New York étaient sous la glace. Il y a 20 000 ans. C'est dit bien pour n'aime pas les Anglais, n'aime pas les Américains, c'est tranquille. Mais toute cette glace qui était sur les continents, elle n'était plus dans la mer. Et la mer était 120 mètres plus bas. Puisque la glace était sur le continent. Alors pour voir que la mer était 120 mètres plus bas, il y a 36 000 façons de le prouver. Moi j'aime bien la grotte Cosquer. Là on va dans les calanques de Marseille vers moins 27 000 ans.
Il y a 27 000 ans, les glaciers arrivaient jusqu'à Saint-Exupéry. On descend dans la Calanque et on plonge. À 30 mètres sous l'eau, vous trouvez une grotte, vous immergez, pardon, et avec votre scaphandre, vous rentrez dedans. Il y a des stalactites et des céramides, ça ne se fait pas sous l'eau, les stalactites. Vous montez et vous ressortez dans une grotte ornée, avec ici des chevaux. Grotte Cosquer. Il y a un facsimilé que je trouve très bien fait à Marseille. Hein? C'est pas la grotte Chauvet qui est dans l'Ardèche, c'est à Marseille, la grotte Cosquer. Alors voilà, ce qu'il y a, c'est que l'entrée est à 37 mètres sous le niveau de la mer. Et pour aller dans la salle ornée, qui est à moitié immergée, il y avait plein de gravures en dessous, mais bon, ils sont perdus pour toujours. Pour faire tout ça, 175 mètres là-dedans, le monsieur qui a trouvé ça, il fallait avoir du courage quand même, parce qu'il ne savait pas où il allait. Et quand il est sorti, dans la grotte ornée, il a vu des chevaux. Il n'a pas vu que des chevaux. Vous savez ce qu'il a vu? Un pingouin. Enfin, un dessin de pingouin. Un phoque. On a du mal à reconnaître, mais on reconnaît le phoque avec sa moustache. Des pingouins et des phoques dans les calanques de Marseille. Putain, une con. Donc, le paysage maintenant des calanques, c'est ça. L'entrée de la grotte est à 37 mètres. Mais à l'époque, il y a 27 000 ans, l'entrée de la grotte était bien évidemment immergée et le niveau de la mer était 90 mètres plus bas que le niveau de l'entrée de la grotte. Et là, le dessinateur a dessiné des hommes préhistoriques, et ici, il a dessiné des manchots, et là, il a dessiné des phoques. Là, il va y avoir des rennes, des aurochs, enfin des animaux qui ne vivent pas tellement sous nos climats. Alors, une parenthèse pour l'avenir, si tous les glaciers du monde, je parle de l'Antarctique et le Groenland fondaient, là j'ai mis le volume de la glace que ça fait, si tout ça, ça fondait, ça ferait remonter la mer, on va dire 80 mètres pour simplifier. Et voilà ce que ça deviendrait Paris, si tous les glaciers du monde fondaient. Alors à Lyon, on est tranquille, c'est la carte de la France, et si tout fondait, on aurait la mer à Valence, mais nous on serait bien, on irait moins loin pour aller se baigner. Par contre, je ne vous dis pas, bassin parisien, Nantes, etc. Adieu le vignoble bordelais. Je dirais que le vignoble bordelais, il n'y a pas besoin que la mer monte. Hein. Bientôt, on fera du cidre, il m'a dit à Bordeaux. Si on veut du Bordeaux, on appellera les côtes de la Somme. Et si on veut du champagne, ça s'appellera les côtes de Glasgow. Donc, des variations climatiques dans le passé, il y en a eu d'énormes. Évidemment, l'homme n'y est pour rien. Alors quand on dit ça, c'est pas du tout que je nie ce que fait l'homme pour aujourd'hui, c'est deux choses tout à fait indépendantes. Alors j'ai dit, on dit il fait chaud, il fait froid, la mer est haute, la mer est basse, mais comment quantifier ces variations? Alors le géologue dispose d'un paléothermomètre extraordinaire, c'est les isotopes de la neige ou de la glace. Je vous dis pas, j'ai pas le temps de vous expliquer comment, mais les isotopes, c'est-à-dire, vous savez tous ce que c'est que les isotopes, c'est le nombre de neutrons, par exemple, qu'il y a pour l'hydrogène. L'hydrogène, normalement, c'est un proton, un neutron. Mais il y a un atome d'hydrogène pour 1000, pour simplifier, qui a un proton et un neutron. Alors normalement, c'est un proton, un électron. Je me suis trompé. C'est un proton, un électron. Ce qu'on appelle le deutérium, c'est un proton, un neutron et un électron. Et empiriquement, si vous mesurez la composition isotopique de la neige qui tombe et la température annuelle, puis ça c'est la couche de neige de 2000, etc., vous voyez que la composition isotopique varie en fonction de la température. Et elle varie comment? Alors en Antarctique c'est bien, parce que vous mesurez la neige, depuis qu'on a des stations, vous envoyez un ballon, mesurez la température dans le nuage, là où se fabrique la neige, et vous mesurez la relation entre la composition isotopique, je ne vous dis pas ce que c'est que le delta, alors ça peut être d'hydrogène, oh là, et ça c'est l'oxygène, en fonction de la température mesurée, avec le ballon, voilà. Et vous voyez que globalement, plus il fait froid, plus il y a de deutérium dans la neige. Plus il fait chaud, moins il y en a. Donc, il n'y a qu'à faire une carotte de glace, et pour l'instant on a réussi à faire des carottes qui vont jusqu'à moins 750 000 ans, pas beaucoup, 750 000 ans, pour un géologue, mais enfin pour un député, qui ne voit pas plus loin que son élection, c'est énorme. Donc on fait des carottes de glace, qu'on ramène au laboratoire, et en analysant la composition isotopique de la glace, on a la température du coin où on a fait la carotte de glace, simplement de ce coin-là. On n'aura pas la température dans le Beaujolais.
Mais dans la carotte de glace, il y a des petites bulles d'air. C'est ce qu'il y a l'air qu'il y avait entre les flocons qui ont été piégés. Et en allant dans cette bulle d'air, on saura la quantité de CO2 qu'il y avait à l'époque. Et voilà le résultat. Là, vous avez le CO2 depuis 700 000 ans, pour simplifier, qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Ça, c'est les variations naturelles. Et voici les variations de température, qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent, etc. Et depuis 150 ans, le CO2, ouf, il monte. Mais alors, si la température suit, on est mal barré. Alors là, c'est la température en Antarctique, en l'occurrence. 0, c'est la température moyenne actuelle. Ça veut dire qu'il fait 0 degré, parce que là où est la station, c'est à 3 mm au milieu de l'Antarctique, il fait en moyenne moins 40. Donc ça veut dire moins 40 en Antarctique, et ça veut dire moins 50. Et ça, c'est le CO2. Et les variations sont parfaitement corrélées. Parfaitement corrélées. Mais, alors ça c'est... Les variations de température commencent quelques siècles avant les variations de CO2. Si c'était le CO2 qui faisait varier la température, ben c'est le CO2 qui commencerait et la température suivrait. Alors là, c'est la température qui commence. Quand on a découvert ça, les climato-négationnistes se disent, vous voyez bien. J'en ai encore vu il y a une semaine qui m'a ressorti ce résultat, à 30 ans. Hein? Mais il en était resté là, ça lui allait. Il n'a surtout pas cherché à comprendre, parce que ça lui allait. Donc il va falloir qu'on comprenne pourquoi les variations de température commencent avant les variations de CO2. Alors il y a un autre gaz à effet de serre qui fait la même chose, hein, c'est le méthane. Vous avez ici le méthane qui monte et qui descend, qui est un autre gaz à effet de serre. Il y a vraiment une bonne corrélation. Et on peut même mesurer autrement, et ça permet d'aller plus loin, parce que 700 000 ans, c'est pour l'instant la glace la plus vieille qu'on ait forée. On espère aller jusqu'à 1,2 million, 1,3 million, puis après on atteint le sol. Il n'y aura plus de glace aussi vieille. Toute la glace plus vieille, c'est étalé à couler. Mais on peut mesurer avec des méthodes, avec les fossiles, le volume des glaces. Quand il fait chaud, il y a beaucoup de glace, il n'y a pas beaucoup de glace. Le volume des glaces polaires. Et voilà la courbe qui vous donne le volume des glaces polaires. Ça, le niveau de la mer est bas, ça, le niveau de la mer est actuel. Parce qu'aujourd'hui il fait chaud, donc le niveau de la mer est bas et haut. Et il n'y a pas beaucoup de calottes. Et là, vous avez le volume des calottes. C'est la même courbe dans le sens inverse. Donc, et avec ça, on peut remonter jusqu'à au moins 3 millions d'années, avec le volume des glaces. Alors, attention, problème de temps. Le géologue, l'astronome aussi d'ailleurs, il raisonne avec des échelles de temps long. Ça, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 700 000 ans. Et ça, ce trait qui est vertical, c'est ce qui se passe depuis 1880. C'est absolument pas la même échelle de temps. Ça varie en un siècle, et ça, c'est 100 000 ans. Donc, beaucoup de gens ont du mal à faire la relation. Alors, on peut donc avoir une courbe qui vous donne température et ou CO2 et ou volume des glaces depuis, là, c'est 3 millions d'années. Qu'est-ce qui fait varier ça? Alors, quand vous avez une courbe qui varie un peu n'importe comment, le un peu n'importe comment, on va le filtrer. C'est ce qu'on appelle une transformée de Fourier. On cherche là-dedans s'il y a des choses périodiques qu'on ne voit pas à l'œil. Alors voici M. Fourier, Joseph Fourier. Il faisait deux choses. Il faisait de la très bonne physique. Et en plus, il était préfet de Napoléon. Donc il devait faire un peu plus de 35 heures par semaine. Parce qu'un préfet de Napoléon, on peut supposer que c'est lui qui a séché les marécages vers Bourgoin-Jallieu, qui était une source de paludisme. Il était préfet de l'Isère. Et il faisait de la physique. Donc, quand vous analysez cette courbe, vous cherchez s'il y a des fréquences cachées. Il y a une opération mathématique. Et là-dedans, il y a 3 périodes qui ressortent. Alors, pour vous montrer, hein, vous avez quelque chose qui varie à peu près tous les 100 000 ans, quelque chose qui varie à peu près tous les 41 000 ans, et quelque chose qui varie à peu près tous les 23 000 ans. Quand par hasard les 3 sont hauts au même moment, hop, ça monte. S'il y en a un qui est bas et les 2 autres qui sont hauts, ça descend, etc. Et donc si vous faites la somme de ces 3 courbes, ça fait ça. C'est à peu près ce qu'on voit. Ça vous dit quelque chose, messieurs les astronomes? 23 000, 41 000, 100 000 ans? C'est les périodes de variation périodique et régulière et expliquée de paramètres astronomiques de la Terre.
Cette régularité, c'est de l'astronomie. On revient au calam. Globe atomique, A comme astronomique. Est-ce qu'il y en a un qui connaissait ces trois chiffres, 100 000, 41 000 et 23 000? Quand même. Milankovitch, ça c'est le nom. Alors, l'excentricité de l'orbite de la Terre varie. Actuellement, elle est presque circulaire. Mais avec une période de 100 000 ans, modulée même tous les 400 000 ans, l'ellipticité peut être très variable. Et en moyenne, quand la Terre est elliptique, elle est 80% de son temps plus près du Soleil. Donc quand l'orbite est elliptique, la Terre reçoit plus d'énergie. Ça renforce le contraste des saisons, ça fait plein de choses. Actuellement, on est une orbite presque circulaire. Ce qui arrive aussi, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation. Quand j'étais à l'école primaire, on apprenait, ou au lycée, que c'était 23 degrés 27 minutes. C'est la latitude des tropiques. Mais cette inclinaison varie entre globalement 22 et 25 degrés. De façon périodique, avec une période de 41 000 ans. Alors l'origine de ces variations, c'est de l'astronomie, c'est l'action du Soleil, de la Lune, Jupiter. Il faudrait que vous trouviez un mécanicien pour vous parler de ça. Et vous savez pourquoi il y a des saisons? Parce que l'axe est incliné, alors en un an il ne change pas, mais l'hémisphère nord, oh là. Voilà, ça devrait aller. Donc, quand l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, c'est l'été pour l'hémisphère nord, et c'est évidemment l'hiver pour l'hémisphère sud. 6 mois après, comme l'inclinaison ne change pas en un an, c'est l'hémisphère sud qui est dirigé vers le Soleil, et l'hémisphère nord, c'est ça les saisons. Et un certain Serbe, Milutin Milankovitch, dont vous avez les dates de naissance, a eu l'idée, la première, a eu l'idée de faire explication sur ces variations climatiques à cause de ça. Alors la précision des équinoxes ne fait varier ni l'ensoleillement global, ni les saisons, les contre-saisons, mais la position des saisons sur l'orbite. Par exemple, il se trouve chez nous, hémisphère nord, qu'on est en hiver, et quand c'est l'hiver, c'est là qu'on est le plus près du Soleil. Donc, la proximité du Soleil tempère le froid de l'hiver. Et l'été, c'est l'été, mais c'est là qu'on est le plus loin du Soleil. Donc ça tempère la chaleur de l'été. C'est évidemment l'inverse pour l'hémisphère sud. Donc vous voyez comment ça peut varier sur les climats. La variation d'obliquité, comme ça fait varier le contraste des saisons. S'il y avait l'activité verticale, il n'y aurait pas de saison. Si c'était comme ça, comme sur Uranus, il y aurait des sauts abominables. L'ellipticité qui varie, ça fait varier la solaire. Bref, tout ça s'ajoute, se retranche, et ça fait ces variations climatiques. Alors le problème, c'est que ces variations climatiques, quand on les regarde, ce que ça doit faire, c'est tout petit. Comment des variations aussi faibles peuvent faire en sorte que les glaciers des Alpes arrivent jusqu'à la Croix-Rousse? C'est un peu fort, ça. Alors les saisons, c'est une histoire d'axe incliné, on l'a vu. Ça, c'est chez nous l'été, on est dirigé vers le Soleil. 6 mois plus tard, l'hiver, on est à l'opposé du Soleil. C'est pour ça qu'il fait chaud, froid, été et l'hiver. Beaucoup de gamins à l'école pensent que c'est une histoire de distance au Soleil. C'est pas la distance au Soleil. Alors si on prend l'hémisphère nord, nous sommes l'hémisphère nord, l'été on est loin du Soleil. L'été sont frais. Relativement frais. L'hiver on est près du Soleil. Donc les hivers sont pas si froids que ça. C'est évidemment l'inverse dans l'hémisphère sud. Et si vous allez il y a 11 000 ans ou dans 11 000 ans, ça sera l'inverse. L'hiver, dans 11 000 ans, on sera loin du Soleil, on aura des hivers glaciales, et l'été, on sera près du Soleil, on aura des étés caniculaires. Si on prend l'hémisphère nord, qu'est-ce que ça va avec les glaciers, cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait des glaciers? Il faut qu'il neige plus l'hiver que ça ne fonde l'été. En montagne ou dans le Grand Nord, il faut mieux qu'il fasse l'hiver froid ou pas trop froid pour qu'il neige. Pas trop froid, quand il fait très froid, il ne neige pas beaucoup. Là, vous avez des courbes, c'est dans les Alpes. Plus il fait moins froid l'hiver, plus il tombe de neige. Donc des hivers pas trop froids, c'est bon pour l'accumulation de neige. Et là, c'est la température moyenne de l'été, le débit des rivières qui sortent des glaciers. Plus il fait chaud, plus ça fond. Donc actuellement,
on a une période où les glaciers devraient un peu éventuellement avancer ou pas trop reculer, s'il n'y avait que l'astronomie. Voilà le genre de choses qu'il faut regarder. Alors c'est complexe, et cet effet évidemment modulé par l'inclinaison de l'axe qui varie comme ça, par l'unicité de l'orbite et tout ça. Mais ces variations sont faibles. Et comment d'aussi faibles variations peuvent entraîner autant de variations climatiques? Ben, c'est qu'il y a des amplificateurs. J'en parle un vite fait parce que c'est un peu de l'astronomie, c'est l'albédo. S'il y a beaucoup de neige au pôle nord, enfin vers le nord, la neige c'est blanc. Le blanc, ça renvoie beaucoup d'énergie vers l'espace. Donc si ça renvoie beaucoup d'énergie vers l'espace, l'énergie solaire, la lumière visible, il en reste moins par terre. Donc imaginez qu'il fasse un peu plus froid pour des raisons astronomiques. La neige va rester plus longtemps, il y a plus d'énergie qui repartira vers l'espace, donc il fera plus froid, et ainsi de suite. Ça va amplifier le phénomène. Et pourquoi le CO2 intervient là-dedans? C'est parce qu'il y a plein de raisons, je vous en donnerai que deux. Le CO2 est plus soluble dans l'eau froide que dans l'eau chaude. Mettez dans une casserole bien chaude de l'eau Perrier, ça va se dégazer. Un peu plus de froid pour des raisons astronomiques. Plus de CO2 va dans l'océan. Donc il en reste moins dans l'atmosphère. Donc il y a une baisse du CO2 atmosphérique. Donc l'effet de serre diminue. Donc il fait plus froid. Et le phénomène peut s'emballer. C'est évidemment l'inverse, si c'est un peu plus de chaud. Alors, il y a également, ça c'est de la biologie, l'antagonisme photosynthèse-respiration. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça fait que ça amplifie. Et vous avez le méthane qui suit, il y a des phénomènes de rétroaction positive, tout ça s'amplifie. J'ai mis l'astronomie commande, et les gaz à effet de serre, naturels, amplifient. Et c'est pour ça que des petites variations astronomiques font des variations climatiques énormes. Alors on est actuellement dans une période d'été relativement frais dans l'hémisphère nord et d'hiver relativement doux. Ça fait 5 à 8 000 ans que c'est comme ça. Une glaciation aurait pu commencer, mais comme l'orbite de la Terre est presque circulaire, ça joue presque. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas rentré dans une glaciation. On peut se demander quand va débuter la prochaine glaciation, indépendamment des actions humaines. L'astronomie nous dit peut-être dans 18 000 ans, mais c'est peu probable. Ça se peut bien dans 35 000 ans. Et très très probablement dans 60 ans. Parce que là, on ne sera pas là pour voir. Alors depuis quelques millions d'années, l'astronomie fournit le signal. Et le CO2, le méthane, joue le rôle d'amplificateur. Depuis 150 ans, le signal ne varie pas. Il n'y a pas de variation astronomique depuis 150 ans. C'est trop long. Mais l'homme augmente considérablement l'amplificateur. J'ai mis pourvu que ça ne s'emballe pas. Quand un amplificateur audio s'emballe, ça fait un effet de Larsen. Que risque cet impossible effet de Larsen en climatologie? C'est pas trop, il faudrait éviter de jouer les applications. Donc, première conclusion avant de passer à la suite, et une petite pause. Ça, c'est la Terre il y a 20 000 ans. C'est la Terre aujourd'hui. Et on monte l'amplificateur. Qu'est-ce que ça va être dans 200 ans? Je m'en fous, j'ai pas d'enfant. Je suis inquiet pour le boulot. Donc la majorité d'entre vous, des enfants, des petits-enfants. Alors il y a des choses pour lutter, pour lutter contre le réchauffement, on peut faire qu'à notre place, on est 1% de la population mondiale. Mais il faut, comme ce réchauffement va arriver plus ou moins fort via l'intercyclette, il faut s'y préparer. C'est-à-dire changer toute nos pratiques agricoles, par exemple. Et ça, allez faire comprendre ça à les RSE, c'est pas possible. Avez-vous des questions? Donc on passe à la suite, là. Merci Oui, pour la présentation. c'est pas fini, hein. Mais posez pas de questions sur la suite. Première partie de la présentation. Le petit air glaciaire, ça a été constaté, documenté seulement en France et en Europe? Non, l'hémisphère nord, ça c'est sûr. Et le problème de l'hémisphère sud, c'est qu'il y a beaucoup moins de terres émergées. Bon, il y a l'Amérique du Sud, l'Australie, etc. Il n'y a pas de glacier en Afrique, par exemple. Les gens n'avaient pas d'écriture. Alors, les Espagnols étaient bien en Amérique du Sud pendant le petit air glaciaire, mais il n'y a pas trop de chroniques. Et maintenant, il y a des gens qui ont fait des campagnes de forage dans les glaciers des Andes pour savoir. Je pense qu'une gravité dans 10 ans, on saura. Et une deuxième petite question. On a la réponse pour le CO2?
Quelle réponse? Quelle question? Pourquoi c'est l'augmentation du CO2 qui arrive avant l'augmentation de Ah ben oui, température? mais je vais le dire. On fait un petit peu... Non, c'est l'augmentation de température avant le CO2. Oui. Parce qu'un petit peu plus chaud pour des raisons astronomiques. Donc, tous les emballements que j'ai fait. L'astronomie commande et le CO2 amplifie. Voilà. Et nous, on en rajoute une couche. Alors nous, on monte l'amplificateur, on a quasiment doublé le CO2 depuis 150 ans. Autre question? C'est pas une couche qu'on rajoute, c'est un camion, hein, c'est un tombereau. Pas de question. Alors, vite fait, parce que ça va. Il existe d'autres variations climatiques plus amples et beaucoup plus lentes. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. Peut-être. Alors ça fait quelques millions d'années qu'on vit en période froide. Voici la température moyenne, c'est des raisonnements géologiques, on sait avoir la température moyenne de la Terre au cours du temps. Alors là, c'est là où il y a des glaciers, quand c'est bleu, là, comme ça. Et là, c'est jusqu'à la latitude où ils vont. Pour l'instant, là, ils allaient jusqu'à 40 degrés de latitude. Par exemple, il y avait des glaciers à New York, qui est à la latitude de Naples. Donc vous voyez qu'actuellement, on a une période froide. Alors cette période froide, elle oscille. Alors on ne le voit pas sur cette courbe, parce qu'on n'a pas la bonne résolution. Mais si je dilate, j'ai ça. Et si je dilate le dernier réchauffement, j'ai ça. Donc attention aux échelles de temps. Ça, c'est l'échelle de temps de 2-3 générations humaines. Ça, c'est l'échelle de temps de l'homme préhistorique. Ça, c'est l'échelle de temps de géologie. Mais ces variations astronomiques, elles ont toujours eu lieu. Qui fait en sorte que pendant 10 000 ans, c'était comme ci, 10 000 ans, c'était comme ça. Et le géologue peut le voir, s'il a des yeux. Et on va aller se promener à un endroit qui est très joli, ici. Ici, il y a 60 millions d'années à peu près, sur la côte basque, en Espagne, où on verra qu'il y avait, à cette époque-là, des variations climatiques, type Milankovitch, avec une période de 23 000 ans et une période de 100 000 ans. Alors, je passe. Voici un affleurement, c'est la mer, c'est le Pays Bas, c'est joli. Hein. Vous avez des couches. En plus, pour les géologues, si les géologues, regardez les failles, elles sont belles. Et vous voyez, je dirais, des couches de premier ordre. Et dans les couches de premier ordre, des couches de deuxième ordre, vous voyez? Une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches. Et si vous regardez entre deux traits rouges, il y a des couches jaunes. Et il y a en gros 4 couches jaunes entre deux traits rouges. Alors on pourrait se dire, eh ben, c'est 23 000 ans et 100 000 ans, ou c'est 100 000 ans et 400 000 ans. Je vous dis qu'il y avait une période de 400 000 ans aussi. Alors avec des arguments géologiques, des fossiles, etc., on arrive à voir que ce que vous voyez là, c'est la période rouge, c'est tous les 100 000 ans, et la période jaune, c'est tous les 23 000 ans. Et si vous allez là avec des étudiants, vous allez marcher, vous savez qu'entre là et là, il y a 23 000 ans, 23 000 ans, 23 000 ans, 23 000 ans, et ainsi de suite. Et ça, c'est les variations climatiques sur l'avant-pays, et sur la mer, qui changent la température de la mer, donc la productivité du plancton. Si le plancton est productif, il y a plus de calcaire et moins d'argile, qui change la végétation sur les terres. Si la végétation est plus exubérante, il y a moins de sable, etc. Et ces variations cycliques se traduisent dans la zone où sédimente par des variations de la nature des sédiments et maintenant des roches sédimentaires. On peut faire ça sans problème jusque vers au moins 600 000 ans. Mais il faut les circonstances particulières, ça ne se voit pas partout. Mais il y a plein d'endroits où ça se voit, quand on a des yeux pour regarder. Alors, y a-t-il dans le système solaire des indices qui montrent des variations périodiques de climat, suggérant des variations périodiques de paramètres orbitaux? Là, c'est l'astronomie pure. Mais grâce à la géologie, parce que les astronomes tout seuls, ils ne peuvent rien. Eh bien, il y a au moins un endroit où ça se voit, avec les yeux, c'est sur Mars, qui est de loin, avec la Lune, la période la mieux connue. Mais des enregistrements sédimentaires sur la Lune, il n'y en a pas. Parce qu'on n'a pas de sédiments sur la Lune. Des enregistrements dans les calottes glaciaires sur la Lune, il n'y en a pas. Peut-être avec les cratères polaires qu'on fera des carottes, mais pour l'instant, on ne les a pas encore faites. Alors, on va aller sur Mars. Si Mars, vous connaissez la calotte polaire nord, ça c'est une vue de la Terre. Hein. Ça c'est une vue depuis l'orbite martienne, la calotte polaire nord, c'est de la glace d'eau, la calotte polaire nord. Elle fait à peu près 1000 km de diamètre. Ici, elle fait à peu près 1500 mètres d'épaisseur. Et on va aller voir là où j'ai mis la croix rouge. Avec des vues orbitales. Voilà, 1000 mètres d'épaisseur.
Et vous voyez dans cette calotte glaciaire un litage. Et il y a des grosses strates, toc, toc, toc. Et dans ces grosses strates, des strates plus fines de neige. Ça veut dire qu'il y a des variations climatiques avec la glace plus ou moins propre ou plus ou moins poussiéreuse. Donc là, ça va être des variations de vent ou je ne sais pas comme ça. Et si on regarde, voilà ce qu'on voit, et on a l'impression qu'il y a des machins de premier ordre, et dans ces trucs de premier ordre, des variations de deuxième ordre. Alors, s'il y a du Milankovitch sur Mars, c'est pas du tout la même chose que sur la Terre, parce qu'il y a un gros absent qui est présent sur la Terre et pas sur Mars, c'est les satellites. La Lune est grosse, les satellites de Mars ne comptent pas, ils sont tellement petits, ça ne compte pas. Donc, les variations périodiques de plein de choses sur Mars ne sont pas du tout les mêmes que sur la Lune. Il faudrait que vous veniez quelqu'un comme Lascar ou juste comme ça, pour vous parler, qui parle de ça, c'est pas ma spécialité. Mais, disons, dans l'état récent, ces calottes ne sont pas bien vieilles, elles ont 1 ou 2 millions d'années. Il y a des variations plus ou moins périodiques du climat sur Mars. Alors, avec les radars qui étaient embarqués dans une sonde européenne et une sonde américaine, on va avoir une coupe sur l'ensemble de la calotte, ici, le trajectoire du satellite. Alors là, c'est une mauvaise résolution, mais ça pénètre loin, et quand la sonde américaine avait une meilleure résolution, mais elle pénétrait moins loin, c'était de la collaboration voulue, hein, en mélangeant les données européennes et américaines, on arrive ça c'est le socle, et là, on arrive à avoir 4 grosses couches, 1, 2, 3, 4, et chacune de ces grosses cycles, qui correspond peut-être, je ne sais pas, à 1 million d'années, peut-être, je ne sais pas, des sous-cycles, comme ça. Là, il y a un grand travail à faire. Je n'ai pas vu beaucoup de travaux à faire là-dessus. Il faut faire quelque chose. Les calottes polaires de Mars sont assez jeunes, hein, parce que Mars bascule complètement sur son axe. Il y a 10-15 millions d'années, Mars était incliné de 60 degrés, et l'endroit, globalement, le plus froid sur Mars, ce n'était pas les pôles, c'est l'équateur. Et donc, vous aviez des glaciers à l'équateur, il y a quelques dizaines de millions d'années. C'était abominablement compliqué. C'est une autre modèle climatique, mais même maintenant, quand je dis maintenant, c'est depuis quelques millions d'années, il y a ces variations climatiques. Et si on regarde dans les vieux sédiments, alors là, ce n'est pas quelques millions d'années, c'est au moins 3 milliards d'années. Il y avait des couches sédimentaires, donc des dépôts, par des rivières, dans des lacs. Et si on regarde ces dépôts, là, c'est des dépôts photographiés par Opportunity, il y a déjà longtemps. Vous avez des strates soulignées par les traits verts de premier ordre. Bon, bon. Et si vous regardez bien, vous voyez un fin litage dedans, que j'ai souligné ici avec des flèches bleues. Des strates de deuxième ordre. Et ce, avec une certaine commensurabilité. Il y a une quinzaine de petites strates bleues entre 2 strates vertes. Ça sent le paramètre milankovitchien. Mais là encore, il y a trop, puis surtout, alors c'était il y a 3,5 milliards d'années. Alors, quelle était l'orbite de Mars et tout ça il y a 3,5 milliards d'années? J'en sais rien. Mais, vous voyez, des mines de travaux à faire. Il y a des étudiants qui veulent se lancer là-dedans. Alors, il faut revenir sur Terre pour conclure, et j'aurais fini à mon heure et demie, hein, j'ai l'habitude. Il m'a dit, mais t'as mis 150-200 diapos. Je me dis, mais c'est pas vrai. Revenons sur Terre pour conclure. Donc, on a vu la Terre il y a 20 000 ans, des glaciers qui arrivaient juste à côté de Lyon, glaciers des Alpes. La Terre en 1900, il y avait 280 ppmv. ppmv, ça veut dire parties par million en volume. Donc 280 pour million. Ça fait du 0,02%. On est à 417 en 2024. Et on passait de 280 à 417 en 150 ans. C'est monstrueux. Le niveau de la mer, la température moyenne était à 13,6, maintenant on est à 14,8. On va passer 15 degrés à la fin de l'année là. Le niveau de la mer était à 0 mètre par convention il y a en 1900, maintenant il est 0 mètre plus 30 cm. En un siècle, on a pris 30 cm. Alors dans 200 ans, à partir de donc dans 100 ans, en 2124, 2100, le CO2 sera à 580, 680, je ne sais pas, mais c'est inquiétant. La température moyenne sera à 19, à je ne sais pas combien. Le niveau de la mer, 1 à 2 mètres de plus, peut-être encore plus. Donc c'est ce que j'appelle les leçons du passé récent naturel. Ça c'est naturel. L'astronomie, le dioxyde de carbone géologique qui amplifie,
sur l'avenir anthropisé immédiat, celui de nos petits-enfants, grâce à notre CO2. Ça fait un siècle qu'on sait et qu'on ne fait rien. Et si on cessait de faire l'autruche? C'est fini pour aujourd'hui. Avez-vous encore des questions? Alors, y a-t-il des questions? Alors, pour ceux qui ne sont pas congelés, c'est curieux de parler du réchauffement climatique. Non, ça c'est l'hiver, c'est astronomie, ça. Dans une salle. Est-ce que donc des questions? Et Ce qu'on fait, c'est que vous faites passer le micro, comme ça, ça permet à tout le monde d'entendre la question. Et à l'enregistrement. C'est plus facile pour comprendre la réponse. En fait. Oui, écoute, j'avais une question par rapport à l'année 2020 où il y a eu tous ces confinements, tout ça, il y a eu forcément une baisse de. Alors, j'ai les chiffres. Il y a eu une petite baisse, mais pas beaucoup. Pas où? Pas beaucoup. Et c'est tout de suite reparti après. Ah, tiens. Ok, bah, c'est trop. Parce que, par exemple, quand c'était l'hiver, bon, je chauffais encore. Ok. Non, non, il y a eu une toute petite baisse, mais rien du tout. Pourtant, on entendait pas mal de bonnes choses avec les dauphins. Et quoi? Il n'y a pas des infos sur les. Ah, Nice. Ça va pas. Ouais. Non, mais pas plus fort. Il y a plus d'activité par rapport aux animaux. Ah oui, oui, il y a des animaux qui sont rentrés, mais c'est pas à cause du chaud ou du froid. C'est les personnes dans les rues. Les sangliers qui rentraient dans Paris, c'était pas à cause de la température, c'est qu'il n'y avait plus de voitures. Voilà. Une question là. Oui, bonsoir. Mais je suis pas météorologue, hein, je suis géologue, donc je préfère les temps anciens que ce qui s'est passé il y a 5 ans. Je suis désolée, j'ai oublié le nom de l'ancienne personne vénérable qui avait prédit une augmentation de la température alors qu'il n'y avait même pas encore d'air industriel. Ah non, celui qui avait... Rénus. Arrhenius, c'est celui qui a fait les premiers calculs. On commençait à bien brûler du charbon. Voilà. Il avait fait une prévision et... Ce que j'appelais des calculs de quantable, c'est ça? Oui, exactement. Donc cette prévision, on est plus ou moins en plein dedans. Donc voilà, c'est dans l'ordre de grandeur, vu les incertitudes. Et ben du coup, comment ça se fait qu'on ne l'ait pas carrément dépassé, vu qu'en plus, par-dessus, on a rajouté le pétrole? Oui, mais on a diminué le charbon. Ah non, voilà, non, mais Colombo Malloy, il a extrapolé. Hein. Okay. Tout le pétrole qu'on a brûlé pour faire marcher les trains diesel, ben, c'est plus des trains à vapeur. Tout a continué à augmenter, mais il y avait il a dit si ça continue comme ça, et puis c'était vraiment des calculs de quantable. On ne connaissait pas plein de choses qu'on ne connaissait pas. Mais les ordres de grandeur sont respectés, c'est ça qui compte, les ordres de grandeur. Et je suis la seule à jamais avoir entendu parler de ça ou... Ouais, non, je sais pas. Que Milankovitch a fait des machins. Non, mais que c'était connu ce phénomène depuis, je sais pas. Mais alors, il y a un gros défaut des scientifiques. Les rares scientifiques qui s'intéressaient à la question, il n'y en avait pas beaucoup, ils pouvaient... Tu vas dire quoi? Arrêtez de vous développer, n'achetez pas de voiture, n'achetez pas de frigidaire, ne remembrez pas, c'était pas entendable. Les prophètes de malheur, on les écoute jamais. Dans la Bible, c'est comme ça, on n'écoute jamais les prophètes de malheur. Et les scientifiques ont une responsabilité, ils n'ont vraiment pas crié très fort. Hein. Mais alors sur ce, on a commencé à se poser des vraies questions dans les années 70. Hein. Donc ça fait quand même 50 ans. Mais ça ne sert à rien. Il y a encore Trump et Marine Le Pen et tout ça. Oui. Bonsoir, une autre question. Il y avait une diapo qui présentait la variation de température, mais sur les temps géologiques. Oui. Donc il y avait les cycles Milankovitch pour, on va dire, le temps un peu plus court. Oui. Et sur les temps plus anciens, vous voyez quand même des variations beaucoup plus amples. Plus amples. J'ai dit. Et plus ample, mais beaucoup plus lente. Parce que là, attention, c'est 600 millions d'années. Hein. C'est ample, mais lent. Tu vois, là-dedans, il y a tout ça. Et j'ai dit, si j'avais le temps, je vous en parlerai une autre fois. Je ne peux pas te faire un cours de géologie sur pourquoi, à l'époque des dinosaures, il faisait en moyenne sur Terre 40 degrés. Bon. Il faut comprendre que c'est plutôt une origine géologique. Géologique, oui, c'est pas le soleil, c'est... Je vais te dire en 2 mots. D'abord, tu as la position, c'est une moyenne, mais tu as la position des continents. Actuellement, il est impossible à un courant océanique de faire le tour de la Terre par l'équateur. Parce que tu as l'Amérique, etc. Par contre, c'est très facile, un courant océanique, c'est le tour de l'Antarctique. Eh bien, il y a 60 millions d'années, c'était l'inverse. Il pouvait y avoir un courant chaud qui faisait le tour de la Terre par l'équateur, et il n'y en avait pas qui faisait le tour de l'Antarctique. Ça change complètement le climat mondial. Deuxièmement, tu as le CO2 qui varie pour des raisons géologiques.
tu as plein de phénomènes géologiques qui absorbent du CO2, mais c'est pour ça qu'il faudrait 3-4 heures, et plein de phénomènes géologiques qui le libèrent. L'un dans l'autre, si tu prends le CO2, ça marche pas si mal que ça. Hein. Le CO2, là il varie jusqu'à, au maximum il a été multiplié par 10, et il a été divisé, là on est dans une période relativement basse de CO2, c'est pour ça qu'il fait froid. Il y a des glaciers. D'habitude, disons sur les 2/3 de l'histoire de la Terre, il n'y a pas de glaciers. On a une période froide. En moyenne, il fait plus chaud. En moyenne, il fait 10 à 15 degrés de plus qu'en moyenne. On a une période froide. Et c'est la géologie qui gouverne tout ça. Et là-dedans, il y a le Soleil avec ses petites variations milankovitchiennes. Alors, il y a des gens qui voudraient chercher de l'astronomie là-dedans, en disant que le Soleil tournant autour du centre de la galaxie, il traverse le plan de la galaxie 2 fois tous les 100 millions d'années, il y a plus de poussière, est-ce que ça pourrait pas... Il n'y a pas de... Après, moi, c'est vraiment la géologie, c'est pas l'astronomie. L'air. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Micro. Ou alors très fort. Comment est-ce que vous arrivez à mesurer les gaz dans les carottes que vous faites? Il y a des petites bulles de gaz. Oui, c'est des petites bulles, mais comment vous faites pour pas qu'elles... pour mesurer, parce qu'il faut sûrement quelque chose... Alors, tu prends un machin, tu mets la petite bout de glace, par exemple, dans le vide, tu fonds, puis tout l'air qu'il y a, c'est comme ça. Ou je sais pas si on prend des micro-pipettes, je pense que tu prends un peu, comme ça. Okay, et après, il y a des Une question plus difficile, c'est comment on fait pour mesurer le CO2 quand on n'a pas de glace. Et ce qui est la majorité du temps, alors là, c'est des arguments géologiques, là encore, il faudrait des heures pour expliquer. Et d'ailleurs, tu peux voir qu'il y a une grosse incertitude. L'épaisseur du trait noir, c'est une grosse incertitude. Mais c'est un métier d'être géologue.